Alors maintenant, après avoir discuté un petit peu de ce qui se passe à la région, de ce qui se passe au niveau local, on va parler un petit peu de ce qui se passe du côté des syndicats. J'aimerais s'il vous plaît qu'on accueille Nicolas Renaudin, vice-président du MEDEF Poitou-Charentes. Bonsoir. 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 Alors, vous êtes le dernier à passer. D'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous vous dites de tout ce que vous avez entendu ce soir? C'est très bien, ce sont des élus responsables et une chef d'entreprise responsable. Je pense qu'on va y revenir. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Alors, on a parlé beaucoup de politique. Moi, je ne sais pas. Ma députée n'a pas le temps d'aller au cinéma à Paris. Moi, je n'ai pas le temps de faire la politique. Ça m'intéresserait, mais je n'ai pas le temps. Puis il y a des fidélités qu'il faut respecter, me semble-t-il. Mais c'est très intéressant. Alors, vous êtes vice-président du MEDEF Poitou-Charentes. Je pense que parmi nous, et moi le premier, on est des étudiants, on se dit, tiens, le MEDEF, on en entend parler de temps en temps, notamment lorsqu'il est le cas des discussions, des négociations au niveau national. Mais qu'est-ce que c'est le MEDEF en fait? Quel est son rôle? Alors, son rôle, c'est quoi le MEDEF? D'abord, c'est le MEDEF en territoire, surtout. Le MEDEF national, c'est comme dans les systèmes mutualistes, c'est la base qui tient dessus. C'est quoi le MEDEF? Le MEDEF en territoire, c'est une organisation d'employeurs qui n'est pas un syndicat. On est sous forme d'association loi 1901 et non pas syndicat de la loi de 84. La différence est importante, ce qui n'est pas le cas des syndicats de salariés, les 5 centrales syndicales. Qui, au fond, fait trois ou quatre choses. Fait d'abord apporte des services aux adhérents. C'est du conseil juridique, fiscal, c'est la mise en relation, etc. Gère, ça n'apparaît pas beaucoup, mais gère ce qu'on appelle les mandats. On est dans une France qui, depuis après la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, dans lesquelles tout ce qui touche la formation, le social, une partie du développement économique et des fonctions juridictionnelles, les tribunaux de commerce, les CFE et les CCI aussi, les douanes bien sûr, est géré de manière paritaire entre les syndicats des entreprises, des employeurs, MEDEF, CGT, ME et UPA, Union pour l'artisanat, et les 5 centrales syndicales. Et la France est très marquée par ce genre de choses. Donc ça fait des mandats à gérer dans la gestion de l'URSSAF, de la MSA, de tout ce qui touche à la formation professionnelle, qui est un point important là-dedans, parce que emploi à relancer, ça veut dire compétence, et compétence, ça veut dire formation. Et voilà, donc on gère des mandats, c'est très lourd. Enfin, moi, pour la Charente-Maritime, c'est un petit MEDEF. On en gère de l'ordre de 80 à 90, plus les mandats régionaux, de Césaire par exemple. Et ce sont des professionnels qui s'y collent. Ensuite, il y a tout ce qui est représentation auprès des pouvoirs publics, ou auprès, justement, toute la partie relation qui va vous intéresser ce soir, je pense, avec les élus locaux, à tous les niveaux. Et enfin, il y a, suivre ou anticiper, réclamer au MEDEF à Paris, en disant, attendez, on a des problèmes de compétitivité, il faut qu'on en parle. On a des problèmes de charges, etc., il faut qu'on en parle, ou redescendre sur le terrain le débat national que vous voyez, j'imagine, à la télévision, sur la loi sur la formation professionnelle, sur l'assurance chômage, sur la négociation sur l'assurance chômage. La négociation sur l'assurance chômage, c'est quoi? C'est sous contrôle des pouvoirs publics, les syndicats d'employeurs, ou les organismes comme le MEDEF et d'autres, et les 5 centrales syndicales, ou une partie des 5 centrales, puisqu'elles ne sont pas toutes venues, vous le savez, se mettent d'accord, ou non d'ailleurs, pour faire en sorte que le régime de l'assurance chômage ne soit pas complètement déficitaire. Donc, vous avez vu, on a trouvé un truc qui n'est pas complètement bouclé, on sait que dans 6 mois, il faut qu'on en reparle. Le gouvernement, Michel Sapin, qui est un homme intelligent, certes, a dit attendez, ça va trop vite, et ainsi de suite. Alors d'ailleurs, vous en parliez, le pacte de compétitivité. Content ou pas content? Nous, on est très contents, puisque c'est une idée qui vient du MEDEF après l'élection de Pierre Gattaz. On est très contents. Après, on a été fiers de voir que le président de la République reprenait l'idée. Après, mais non, il n'y a pas de mais. Enfin, je pense maintenant, si on veut des entreprises qui existent encore en France, il faut qu'on arrive à persuader l'action publique, je ne dis pas le président de la République,
qu'il faut qu'on fasse des mouvements pour libérer les forces de l'entreprise. Il ne faut pas les contraindre. Bon, les entreprises ne sont pas très d'accord pour payer beaucoup d'impôts sur les sociétés, mais après tout, si elles gagnent de l'argent et qu'elles les réinvestissent, pourquoi pas. Par contre, on est complètement écroulé. Moi, je vois ça chez mes adhérents qui sont des TPE, 3 salariés, 4 salariés, 5 salariés. Heureusement, sur la partie formation professionnelle, c'est en train de s'alléger. Au moins échéance janvier 2015, voire janvier 2016, pardon. Le reste, c'est l'horreur. Moi, j'ai monté, après avoir être sorti d'une grande entreprise de plusieurs milliers de salariés en fonction de direction générale et mandataire social, j'ai remonté 3 petites entreprises. Je peux dire que c'est compliqué quand même. C'est vraiment compliqué. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut, comment dire, tout le débat est sur les contreparties. Il n'y a pas de contrepartie. Ce que dit le MEDEF, ce que dit Pierre Gattaz, c'est dire si vous libérez un peu les énergies, et si il n'y a pas uniquement les impôts là-dedans, il y a la simplification administrative, qui est une vraie horreur. Alors, est-ce que si vous arrivez à ça, nous on peut s'engager à créer 1 million d'emplois. Est-ce que c'est pas une lapalissade quelque part, cette question de la simplification administrative? Parce qu'au fond, c'est quelque chose qui revient régulièrement lors des différentes élections présidentielles. Et j'ai le souvenir, de par mes études d'humanité, que déjà sous Giscard d'Estaing, c'était un texte de campagne très fort. Est-ce que c'est pas quelque chose qui finalement est très facile à dire, mais très difficile? Oui, mais aucun gouvernement de droite comme de gauche n'a suivi l'affaire après l'élection présidentielle. Alors pourquoi, justement? J'en sais rien, moi je ne suis pas un élu politique, je ne sais pas, je dis on en crève. Il faut les contrôles, il faut que la directe soit renforcée, il faut l'inspection du travail, il faut l'égalité homme-femme puisqu'on est dessus. Et je viens de m'apercevoir que chez mes adhérents, il y a pas mal de PME qui ne font même pas le minimum. Il ne s'agit pas d'avoir des salariés femmes qui travaillent et sont payés de la même manière que les hommes. Il s'agit simplement de tenir des registres. Ces registres ne sont pas faits. Donc nous, syndicat patronal, on dit attendez, mettez-vous vite en vous aide, on vous donne les documents avant que la directe ne passe sur l'affaire. Mais c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Donc que ce soit un débat qui agite aux élections présidentielles, c'est très bien. Enfin, 20 ans après, c'était pas fait. Je vous dis, j'ai monté 3 entreprises, à peu près les mêmes que les vôtres, c'est-à-dire avec pas beaucoup de salariés. C'est quand même très compliqué, sauf le régime de l'auto-entrepreneur. Et alors, pour le coup, sur la question homme-femme, si on en parle un petit peu, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Comment vous expliquez finalement qu'on soit encore aujourd'hui c'est surprenant, c'est sociétal. Est-ce que c'est la société qui est conservatrice? L'excellente discussion sur cette affaire difficile que vous avez subie maintenant, c'est dans la mentalité des gens. Il faut faire bouger les mentalités. C'est vrai également, parce que l'entreprise n'a aucun intérêt à ne pas appliquer ce genre de choses. Quand vous gérez des entreprises avec des salariés, surtout des gros projets dans les entreprises de 2000, 3000 salariés, évidemment qu'il faut des femmes. Évidemment qu'il faut que le chef de projet qui tire 10 ou 15 ou 20 salariés derrière soit une femme à un certain moment. Puis là, on va passer une autre phase du projet, il faut que ce soit pris par un homme. Enfin, il y a des complémentarités, il y a des sensibilités différentes, il y a des manières d'innover différentes. Donc l'entreprise a tout à gagner, à mon sens, ce genre de choses. Est-ce que vous pourriez m'expliquer sur quel pied vous avez réformé le système de formation professionnelle? C'est pas moi qui l'ai réformé, c'est un accord ce qu'on appelle un accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, de mémoire. Ça veut dire que des organisations patronales, qui n'étaient pas toutes solidaires d'ailleurs, mais surtout tirées par le MEDEF, et des syndicats de salariés, qui n'étaient pas toutes non plus, tirés essentiellement pour la CFDT, c'est exact, ça a toujours été un syndicat plutôt réformeur, et très ouvert à ces phénomènes de société, et puis avec des leaders syndicaux qu'on connaît et qui ont fait des choses intéressantes, à mon sens. Justement, c'est très lié à la paperasse administrative. La question clé, c'est est-ce que la formation dans une entreprise ou dans ce pays en France est un investissement à la main du salarié et du chef d'entreprise,
Ou est-ce que c'est un système qui permet au fisc de taxer, de rejeter? C'est l'horreur. Hein. Quand vous avez, sur le système actuel qui est en train d'évoluer, parce que le gouvernement est sur un pas promulguer une loi là-dessus, dans lequel le fisc vous retoque un certain nombre de factures parce que ça ne rentre pas dans la case truc-buche. Maintenant, le système est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on donne, d'abord on supprime le droit individuel à la formation, le DIF qui était très lourd, etc. On recrée le compte personnel de formation qui est un truc à la main du salarié. D'accord? Pardon? Et il suit le salarié. Et il suit le salarié. C'est le salarié qui, voilà. Ce qui est intelligent, parce que maintenant, les gens qui restent toute leur vie salariés d'une même entreprise, il y en a de moins en moins quand même. Bon, alors certes, à mon avis, le point faible, c'est que là-dedans, on met 120 à 150 heures, donc c'est bien pour entretenir une formation en une compétence, c'est pas bien pour changer de métier. Parce que les vrais problèmes, c'est les demandeurs d'emploi ou les gens qui veulent changer de métier à 40 ans, 45 ans, 50 ans, qui sont dans un poste administratif, qui veulent entrer dans la production, qui veulent entrer, il y en a aussi qui veulent entrer dans l'industrie, hein, qui veulent être soudeurs, etc. Alors qu'il y a des vrais besoins en région, surtout ici d'ailleurs. Ça veut dire que là, on n'est pas allé assez loin. Pour vous, là, sur cette question, on n'est pas allé assez loin. Après, il y a un problème de coût, il y a un problème de fragilité, de frilosité de certains syndicats d'employeurs, à mon avis, et bon, puis la CGT était contre, pour être clair. Bon, donc, mais c'est un investissement. Si moi, chef d'entreprise, j'ai 3 salariés, si je veux, si je veux étendre les savoir-faire de mon entreprise, j'ai besoin de tel type de compétences. Et je propose à l'un des 3 salariés en disant, ben voilà, et j'investis la totalité des sommes que je veux, défiscaliser en très grande partie, au profit de l'évolution des métiers. Non, c'est un truc intelligent. Hein. D'accord. Et le gouvernement l'a bien compris, ça. Et alors, par rapport... Alors, on a fait quoi? Vous me posez la question, on a fait quoi? On a poussé, et ensuite, on a été à la table des négociations, où ça a été un peu talon-pointe, même de temps en temps. On s'en fait content. Mais on était globalement soutenus par les parlementaires. D'accord. Et alors justement, le MEDEF, lui aussi, essaye d'avancer sur un certain nombre de questions, non seulement dans les échanges et les discussions au niveau national et au niveau local. Parlez-nous un petit peu de ce fameux carnet de santé des entreprises. Est-ce que vous vous inscrivez dans la lignée du travail du ministre du redressement productif Arnaud Montebourg, ou est-ce que vous avez décidé de faire quelque chose à côté qui finalement est une autre vision que vous proposez? En tout cas, il est un peu plus loin. Attendez, le carnet de santé, c'est qu'un tableau de bord, hein, dans lequel on avait, nous, notre tableau de bord pour les entreprises, l'ensemble des filières entreprises de France, et on a dit, en accord avec le président de la République, on a dit, il faut aussi, c'est lié aussi à l'état de santé de la France. Hein, et on parle, je vous fais le circuit court, il faut absolument diminuer le désendettement de l'État, il faut, voilà, la dérive budgétaire est insupportable parce qu'on n'arrivera jamais à baisser les taxes. Hein, il a donné un peu d'air aux entreprises. Et c'est derrière ça, c'est la question de l'emploi qui est importante. C'est quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous êtes parlementaire, quand vous êtes maire, et ça, vous ne pouvez pas accepter que la France ait plus de 10% d'emploi et que le chômage des jeunes soit en train d'exploser. Et je ne parle pas du chômage des seniors. La France est un pays dans lequel plus vous êtes de petite entreprise et plus vous êtes vieux, moins vous faites de formation professionnelle. D'accord ? Et dans une TPE en moyenne en Charente-Maritime, vous faites 2 jours de formation tous les 3 ans. C'est ça, c'est-à-dire, ça c'est pas acceptable, surtout dans un monde qui est en train de changer très rapidement, hein, qui sort de l'industrie pour aller dans les services. La région a compris ça, et aide notamment. C'est ça, c'est comment est-ce que vous relancez l'emploi, ou au moins vous faites en sorte que, en dehors du problème assez spécifique des demandeurs d'emploi, hein, des pratiques, à mon avis, assez scandaleuses dans lesquelles, entre le moment où un demandeur d'emploi sort de l'emploi, s'inscrit à Pôle emploi, et on lui propose une formation, il se passe plus de 6 mois en Poitou-Charentes. Parce que, alors on pourrait gagner non seulement sur le chômage, mais on pourrait remettre ces gens-là dans l'emploi en étant un peu plus efficace. Donc, sur l'emploi, vous avez des tas de manières de lutter contre l'emploi. Le gouvernement a essayé un truc qui était pas mal sur les emplois jeunes, pourquoi pas, certes. Bon, ça ne peut pas durer, ça coûte cher au budget d'emploi. Des emplois d'avenir, pardon. Bon, ensuite, mais pourquoi pas? Qui sont le prolongement des pourquoi pas, puisque vous faites des études d'économie,
Enfin, vous devez être dans ce genre de choses. Oui, oui. Enfin, après, maintenant, le gouvernement est sur la compétitivité et c'est pas facile parce qu'il y a un budget de l'État à tenir, hein, et en train de dire allégeons les charges des entreprises et en échange, on va créer de l'emploi. Et tout le débat sur les contreparties. Alors, Montebourg ou pas Montebourg, peu importe. Hein, c'est pas Montebourg, c'est la politique du gouvernement qui nous intéresse et qui me paraît dans le bon sens en ce moment, mais avec des contraintes budgétaires extrêmement serrées. Juste une précision, justement, que vous faisiez, Véronique Massonneau, entre les emplois d'avenir et les emplois jeunes, la proposition qui a été faite sous le gouvernement Jospin, en proposant très brièvement un petit mot. Pour vous, il y a une vraie différence dans la réflexion politique qui est derrière. Oui, d'abord, ça s'adressait à un public en distancié de l'emploi, jeune, enfin des personnes jeunes, de, je sais plus, c'était 16-25 ans, 18-25 ans. Jusqu'à 25 et 30 si vous étiez en situation de handicap. Et puis surtout, il y avait une obligation de formation. Vous êtes en CDI pendant 1 an ou 3 ans, et après ça pouvait même se prolonger, mais il y avait une obligation de formation par l'employeur, qui là, on a décidé en fait que la majorité des emplois devaient être proposés par les collectivités ou les associations, hein, et une petite partie par le secteur marchand. Et je pense qu'ici, notamment, Ségolène a été précurseur, elle a fait signer un certain nombre de contrats avec Michel Sapin. Et là, c'est là qu'on est content des députés de voir que les choses, ce que vous avez voté, a une réelle, un réel impact. Voilà. Et je pense que les emplois jeunes, malheureusement, il y en a eu beaucoup qui n'ont pas trouvé après, qui n'ont pas été pérennisés. Les emplois jeunes de l'époque. Alors que les emplois d'avenir n'ont pas la même philosophie. Voilà. Cette formation permettra de toute façon à la fin d'être qualifié, et s'il ne reste pas, d'avoir des chances plus importantes ensuite. Pour s'insérer sur le marché. C'est la partie formation qui m'intéresse. D'accord. Merci, Véronique, pour Madame Massonneau. Maintenant, je tutoie tout le monde. Pour cette partie de précision, on va donc finir cette séquence, et puis je vais peut-être devoir vous tutoyer. Pas de problème. C'est mon mode de fonctionnement en plus. Milieu associatif. T'aurais dû le dire depuis le début. Ah bah oui, c'est pas un journaliste. Ça a été plus simple, Bon alors. Plutôt Smith, plutôt Marx. Plutôt, pardon Smith, Adam Smith ou plutôt Marx. Smith. Là, c'était les écoles. C'était l'école il y a 20 ans, ça. Sans écho, ouais. Un grand poète, un petit peu impétueux, un petit peu suractif, a dit « Là où la mer est passée, elle revient ». Est-ce que ça vaudra pour 2017, selon toi? Est-ce que ça va pour 2017? Là, on parle des présidentielles? Ouais, et on parle de petit impétueux. Je te dis quoi de Sarkozy pour les intimes? Oh, écoute, j'ai jamais fait de politique, j'ai jamais... oui, l'alternance a beaucoup de choses. Non, enfin, l'image de la mer revient. Oui, l'histoire passe pas 2 fois les plats aussi. Hein. Et les Français ont besoin que ça bouge. Ça bouge. Alors, moi, les élections de 2017, je vais te dire, pour moi, c'est loin. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Je m'intéresse au municipal, parce que même si je ne fais pas de politique, je pense avoir un engagement dans sur le terrain. Moi, je suis fondamentalement pour la décentralisation et le pouvoir aux gens sur le terrain. Je n'ai pas du tout accepté. Je trouve que dire il faut un pouvoir, donner un pouvoir et contrôler, moi, ça me paraît très modeste, parce qu'on perd beaucoup de temps. Il faut que les gens soient contrôlés. Mais comment? Il faut faire confiance aux élus. Il faut faire confiance aux chefs d'entreprise. Et ensuite, pour les élus, dont je fais partie à mon tout modeste niveau, quand ça ne va pas, je suis sanctionné. Hein. Je ne suis pas réélu au bout de 6 ans. Et ça, c'est très efficace. Hein. Mais il ne faut pas utiliser des gens, utiliser du temps et des papiers, etc. pour faire des contre-pouvoirs. C'est contre-productif surtout maintenant. On est parti sur une question très compliquée. Parti sur une question compliquée. Donc oui, moi je suis pour l'engagement même des entreprises dans l'action publique. Hein? Oui, dans l'action publique, c'est-à-dire, moi j'ai été responsable d'entreprises de 3 000 ou 4 000 salariés. C'est clair, dans ces départements-là, c'est une banque, hein, dans ces départements-là, on était le premier ou peut-être le 2e employeur du département après l'hôpital. D'accord. Hein,
Bon, ça, il est clair que quand on pèse aussi lourd que ça, il est clair qu'on est forcément dans l'action publique et on a une responsabilité publique. Donc 2017, pas de prévision. Non, ce qui m'intéresse, moi, c'est les municipales. Parce que ce sont des gens qui gèrent la fiscalité locale, et c'est important pour l'entreprise. Ce qui m'intéresse, je ne dis pas que je ne m'intéresse pas au régional, ce qui m'intéresse, c'est les européennes qui vont avoir lieu le 25 mai, parce que pour certaines entreprises, c'est absolument clé. Moi, dans la banque, et vous aussi, j'imagine, 99% de mes acquisitions étaient contraintes, non pas par Bercy, mais par Bruxelles. Et le fonctionnement du Parlement européen, et de faire un peu de lobbying, c'est essentiel, me semble-t-il. Et puis, ce qui est important, c'est la représentation, notamment les députés, que c'est eux qui votent les lois. Quand il n'y a pas de lobbying à Paris, dans notre organisation, il faut les sensibiliser sur le terrain, parce que je trouve que l'échange était excellent. Et ça fait partie de mon boulot. Je fais ça pas uniquement pour les gens maritime, je fais ça avec les parlementaires. Mais si tu veux bien, on va passer à une question un peu plus légère. Vas-y, oui. Nous, on va partir. Oui, c'est moi qui ai la logique. Je te l'aidais, tu pars souvent. Mais c'est pour expliquer qu'il faut avoir des relations avec les élus pour ne pas faire de politique. On n'a pas le temps, c'est pas notre boulot. Juste avant la question légère, j'ai envie de vous demander. J'ai envie de te demander, est-ce que ça s'inscrit pour vous, cette responsabilité de l'entreprise, dans la cité, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise? Est-ce que c'est la RSE est un des aspects de ce genre de choses. Ça s'inscrit dans la citoyenneté. Voilà, à la Montebourg ou non, peu importe, mais ça s'inscrit dans, quand on a ce genre de type de pouvoir, il faut travailler avec les élus de droite comme de gauche au profit du développement et de l'emploi. Moi, je voulais juste te demander quand est-ce qu'on se faisait un match de foot tous les deux, en fait. Je ne suis pas très foot, moi j'étais rugby. Moi. Plutôt rugby. Le gris, malheureusement. Un petit peu de golf, non, peut-être C'est, pardon. Je vais pas me passer un petit peu de golf tous les deux oui, enfin, le golf, il faut du temps. Il faut du temps. On trouve toujours. Non, je ne suis pas très golf. On va se louper alors. Vas-y, on va se croiser. Le ministre du dressage productif a dit il faut consommer made in France. Tes chaussettes sont-elles made in France? Et si c'est pas les chaussettes? Oui. Non, mais il a raison, bien sûr. Sauf qu'il faut expliquer à de plus en plus de Français qui commencent à s'en rendre compte que le Renault, c'est pas fait en France. Voilà. Enfin, il faut être un peu plus fin quand même. Par contre, il faut mettre en avant les produits locaux et les produits français. J'en conclus, chaussettes made in China. Moi, je vais te dire, tu vides complètement ton appartement et tu ne fais rentrer dans ton appartement les meubles, les savons, les savonnettes, etc., que ce qui est fait en France. Tu vas pas dormir cette nuit. Il ne reste plus grand-chose. Oui, l'alimentaire, oui. Enfin, les circuits courts, bien sûr. C'est triste quand même comme constat. Non, c'est pas triste, ça change, les gens sont sensibilisés. Je suis sûr que Cédric, c'est ça, elle achète des produits locaux et des produits bio en plus, j'imagine, aux producteurs locaux ou aux boulangers locaux, parce qu'elle peut le faire dans son métier. Et alors, ce sera notre dernière question. Tu dis elle peut le faire dans son métier, et c'est vrai, il y a peut-être plus de facilité parce qu'on a un terroir, on a des produits, on a des traditions ici. Mais est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas aussi la question du choix politique? Arnaud Montebourg parle souvent dans les médias de réindustrialisation. Est-ce que c'est pas aussi là la question d'un choix qui a été fait depuis 30 ans, de faire en sorte que la France se tourne vers la question des services, et uniquement des services? Heureusement qu'elle s'est tournée vers la question des services. Heureusement. Parce que sinon, il n'y aurait pas grand-chose. C'est pour ça qu'on a perdu beaucoup d'emplois. Il n'y aurait plus grand-chose. Moi, je crois que, et c'est vrai un peu tout Charente, qui n'est pas un grand territoire industriel, qu'il a été dans la région, notamment dans la Vienne, mais où ça s'est beaucoup démonté avec la sous-traitance, etc., et qui a réimplanté de l'industrie autour de ce Germas, sur le pôle aéronautique à Rochefort, et autour d'Alstom, c'est un peu plus difficile, il faut se battre pour l'industrie, il faut se battre pour garder emploi par emploi dans l'industrie, parce que c'est des emplois qualifiés, durables, etc. Ceci dit, les Chinois font moins cher, et c'est pas Arnaud Montebourg qui va changer les choses. Donc je dis heureusement qu'on est parti dans les services. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour garder des emplois durables, en Poitou-Charentes notamment? Et donc le MEDEF travaille aussi. Moi je me bats pour garder avec l'UNM, avec la métallurgie, pour garder des emplois industriels en Poitou-Charentes, évidemment. Sinon, c'est pas avec les Leclerc qu'on va créer des emplois durables. Je sais pas, j'ai rien contre Leclerc, mais pour les grandes surfaces, quoi.
Il y a un vrai débat, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, il y a un vrai débat sur comment est-ce qu'un maire qui n'a pas de grands moyens d'action garde son petit commerce de centre-ville de qualité, de bouche ou pas de bouche, face à l'implantation de son prédécesseur qui a fait entrer les grandes surfaces et qui sont encore chères. D'accord. Ça c'est un vrai débat de société, ça, à mon avis. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous les élus ce soir. On a pu étudier beaucoup de points, la proximité, l'éloignement, les aides, les mécanismes, le pourquoi ou quand, comment. Peut-être un dernier mot à dire, vous avez peut-être un dernier mot à dire, vous? Non? Merci d'être resté si longtemps. C'est gentil. Voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et puis on vous donne rendez-vous une prochaine fois avec d'autres invités, toujours aussi intéressants. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission, encore avec plein de gens passionnants. Merci beaucoup Séverine Royer, donc de Gare au Papy, un établissement formidable à Poitiers, à côté de la gare. Jean-François Maquet, vice-président du Conseil régional Poitou-Charentes. Véronique Massonneau, députée Europe Écologie de la Vienne, et Nicolas Renaudin, vice-président du MEDEF Poitou-Charentes. On se retrouve très vite tous ensemble, et maintenant c'est l'heure du pot offert par l'administration de l'école. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à toutes celles et ceux qui ont préparé cette émission, et bien sûr tous nos collègues.